Nous vivons à une époque où chacun cherche désespérément à se trouver. Les livres de développement personnel dominent les listes des meilleures ventes. Les tests de personnalité promettent de révéler qui nous sommes vraiment. Les profils de rencontres nous demandent de nous définir en 150 caractères ou moins. Et pourtant, malgré cette obsession pour la connaissance de soi, nous n'avons jamais été aussi perdus. Les taux de dépression et d'anxiété continuent d'augmenter. Les gens changent de carrière, de relation et d'identité avec une fréquence croissante. Plus nous poursuivons l'authenticité, moins nous nous sentons authentiques. Et si cette quête sans fin de notre vrai moi était en réalité le problème? Carl Jung, le psychanalyste rebelle qui s'est séparé de Freud il y a plus d'un siècle, a proposé quelque chose de révolutionnaire. Votre identité n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous créez à travers une confrontation dangereuse avec votre propre obscurité. Et les parties de vous-même que vous avez le plus peur de reconnaître pourraient être précisément là où réside votre plus grand potentiel. La psychologie moderne n'a que récemment rattrapé ce que Jung avait découvert des décennies auparavant. L'ombre, cette collection de désirs refoulés, de motivations cachées et de capacités désavouées, n'est pas seulement un sombre sous-sol de la psyché qu'il vaut mieux laisser inexploré. C'est le réservoir inexploité de votre potentiel, la source cachée de votre créativité, de votre puissance et de votre authenticité. Mais y accéder nécessite un voyage que la plupart ne sont pas prêts à entreprendre. La crise de sens qui afflige notre société n'est pas liée à l'échec de se trouver soi-même. Il s'agit du refus de se créer soi-même, un processus que Jung appelait l'individuation. Et cela commence par confronter les parties de vous-même qu'on vous a appris à cacher. Dans les mythes anciens de différentes cultures, les héros descendent dans le monde souterrain avant d'atteindre la grandeur. Ce qu'ils font réellement, c'est ce que Jung appellera plus tard le travail de l'ombre. Et c'est l'élément manquant dans notre obsession moderne pour la découverte de soi. Car la vérité est que vous ne découvrirez jamais votre moi authentique en fuyant votre obscurité. Vous ne le trouverez qu'en vous tournant vers ce qui vous effraie le plus. Le mensonge confortable du moi singulier. Lorsque Jung a commencé à pratiquer au début du XXe siècle, les idées de Freud dominaient la psychologie. Freud voyait l'inconscient comme un cloaque primitif de désirs refoulés, quelque chose à contrôler et à civiliser. Jung a reconnu quelque chose de profondément différent. L'inconscient n'était pas seulement une collection d'impulsions refoulées. C'était une vaste intelligence créative avec son propre agenda, nous parlant à travers les rêves, les symboles et les synchronicités. Cette réimagination radicale de la psyché a remis en question le fondement même de notre compréhension de l'identité. Pour Freud, votre esprit conscient, votre ego, c'était vous. Pour Jung, votre ego n'était que la pointe d'un vaste iceberg psychique, et s'identifier uniquement à lui était la racine de la souffrance psychologique. La neuroscience moderne a confirmé ce que Jung avait intuitivement perçu. La conscience n'est pas une entité singulière, mais une coalition de réseaux neuronaux qui crée l'illusion d'un moi unifié. Votre cerveau construit une narration de qui vous êtes moment par moment, supprimant les contradictions, lissant les incohérences. Vous ne découvrez pas votre moi authentique, vous l'inventez constamment. Nous nous réconfortons avec l'idée que quelque part sous toute notre confusion se trouve un vrai moi qui attend d'être découvert. La perspective de Jung est bien plus difficile. Il n'y a pas de moi singulier et authentique caché sous la surface.
Il n'y a que les multitudes en vous, les différents aspects de votre psyché, certains conscients, la plupart inconscients, engagés dans un dialogue et un conflit constant. Le travail de l'ego est de maintenir la fiction d'une identité cohérente. Il raconte une histoire sur qui vous êtes, sélectionnant certains souvenirs tout en refoulant d'autres, mettant en avant certaines qualités tout en niant d'autres. Cette narration n'est pas votre vrai moi. C'est une stratégie défensive contre le chaos de votre propre multiplicité. Ce n'est pas seulement de la psychologie abstraite, c'est l'expérience vécue de quiconque a déjà été choqué par son propre comportement. Le parent aimant qui soudainement s'emporte contre son enfant. La personne honnête qui se surprend à mentir. Le penseur rationnel en proie à des peurs irrationnelles. Ce ne sont pas des anomalies ou des échecs. Ce sont des aperçus de la pluralité en vous que votre ego essaie désespérément de nier. La première étape de la révolution identitaire de Jung consiste à accepter que vous n'êtes pas une seule personne. Vous êtes multiples. Et les parties de vous-même que votre ego rejette ne disparaissent pas. Elles sont bannies vers ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, là où vit votre moi désavoué. L'ombre n'est pas maléfique, c'est tout ce que vous ne pouvez pas admettre à propos de vous-même. Elle comprend non seulement vos impulsions les plus sombres, mais aussi votre potentiel le plus brillant, tout ce qui ne correspond pas à l'image consciente que vous avez de vous-même ou qui a été puni dans l'enfance. Si vous avez grandi dans un foyer où la colère était interdite, votre capacité d'affirmation saine vit probablement dans votre ombre. Si vous n'avez été félicité que pour vos réussites, votre capacité à vous reposer et à jouer pourrait être matière d'ombre. Si la vulnérabilité était traitée comme une faiblesse, votre sensibilité émotionnelle a probablement été repoussée dans l'ombre. Ce qui rend le travail de l'ombre si difficile, c'est que nous ne vivons pas ces parties désavouées comme des aspects de nous-mêmes. Nous les projetons sur les autres. Les qualités que vous méprisez le plus chez les autres sont souvent des qualités que vous avez refoulées en vous-même. Le collègue dont l'ambition vous dégoûte révèle votre propre ambition désavouée. L'ami dont le besoin d'attention vous agace touche à votre propre vulnérabilité niée. Ces projections ne sont pas aléatoires. C'est votre ombre qui tente de revenir à la conscience. Lorsque vous réagissez avec une intensité inhabituelle au comportement de quelqu'un d'autre, positive ou négative, vous rencontrez souvent une projection. Cette attraction ou répulsion inexplicable est votre psyché qui tente de récupérer une partie désavouée d'elle-même. Jung a compris que l'énergie nécessaire pour maintenir ces parties de vous-même refoulées est énorme. La dépression, la fatigue chronique et les blocages créatifs proviennent souvent des ressources psychiques consacrées au maintien de ces divisions intérieures. Lorsque vous reconnaissez enfin et intégrez ces aspects désavoués, cette énergie devient disponible pour vivre. Mais l'ombre ne contient pas seulement votre négativité refoulée, elle contient aussi votre potentiel non vécu. Si vous avez construit une identité autour de la responsabilité et du contrôle, votre spontanéité et votre passion sont probablement dans l'ombre. Si vous avez bâti votre vie autour du besoin d'être utile aux autres, votre capacité à un égoïsme sain relève de l'ombre. L'ombre contient tout ce que vous pourriez être, mais que vous avez peur de devenir. C'est pourquoi le travail de l'ombre n'est pas simplement un entretien psychologique, c'est la porte vers votre potentiel non réalisé. Les parties de vous-même que vous avez le plus peur de reconnaître
pourrait être précisément là où résident vos plus grands dons. Persona. Le masque qui devient le visage. Alors que l'ombre contient ce que vous ne pouvez pas admettre à propos de vous-même, la persona représente ce que vous voulez que les autres voient. C'est le masque social que nous portons tous, l'image que nous projetons pour répondre aux attentes culturelles et gagner en acceptation. Vous avez différentes personas pour différents contextes. Vous êtes une personne au travail, une autre en famille, une autre avec vos amis. Elles ne sont pas nécessairement fausses. Ce sont des expressions sélectives d'aspects de vous-même, adaptés à différents environnements. Le problème survient lorsque vous confondez votre persona avec votre identité. Lorsque vous croyez être votre titre professionnel, votre rôle relationnel, votre présence sur les médias sociaux, Jung voyait cela comme l'un des plus grands obstacles au développement psychologique. L'identification à la persona conduit à une profonde aliénation de soi-même. La crise de la quarantaine, que Jung fut l'un des premiers à identifier, résulte souvent de cette suridentification à la persona. Après des décennies de vie selon les attentes externes, les parties négligées de la psyché se révoltent. L'homme d'affaires conservateur quitte soudainement sa famille pour une femme plus jeune. La mère dévouée abandonne ses enfants pour se trouver. Ce ne sont pas simplement des échecs moraux. Ce sont des corrections psychologiques, des tentatives violentes de la psyché pour restaurer l'équilibre après des années de développement unilatéral. Une persona saine est flexible et perméable, permettant une expression authentique tout en maintenant des limites appropriées. Une persona malsaine est rigide et impénétrable, vous coupant à la fois de votre vérité intérieure et d'une connexion authentique avec les autres. Les médias sociaux ont amplifié notre tendance à l'identification à la persona à des niveaux sans précédent. Nous organisons des versions numériques de nous-mêmes qui ressemblent souvent peu à notre expérience vécue. Nous performons des identités plutôt que de les incarner. Plus nous recevons de followers, de likes et d'engagement pour ces performances, plus nous confondons la persona avec le moi. Jung verrait notre obsession actuelle pour la marque personnelle comme une profonde crise spirituelle, une fuite collective du travail difficile de l'individuation authentique vers la sécurité relative de la performance sociale. La deuxième étape de la révolution identitaire de Jung consiste à reconnaître vos personas pour ce qu'elles sont. Des interfaces adaptatives entre votre complexité intérieure et le monde extérieur, sans les confondre avec votre véritable identité. Car derrière la persona et au-delà de l'ombre, se trouve quelque chose de plus profond encore, le soi. Le soi, au-delà de l'ego vers l'intégration. Au centre de la psychologie de Jung se trouve le concept du soi, non pas le moi avec un petit m de l'ego, mais le soi avec un grand S qui représente la totalité de la psyché, consciente et inconsciente. Le soi est le principe organisateur de toute votre personnalité, l'archétype de la totalité et de l'intégration. Alors que l'ego dit « je suis ceci mais pas cela », le soi englobe toutes les contradictions, paradoxes et multiplicités en vous. Ce n'est pas quelque chose que vous créez ou découvrez. C'est ce que vous êtes déjà sous toutes vos adaptations, défenses et identifications. Le soi communique avec la conscience à travers les symboles, les rêves et les synchronicités. Lorsque vous vivez des coïncidences significatives, lorsque vous rêvez d'images inhabituelles mais significatives, lorsque vous vous sentez inexplicablement attiré par certains symboles ou archétypes, c'est le soi qui tente de guider l'ego vers une plus grande plénitude.
Jung appelait le processus qui consiste à mettre l'ego en juste relation avec le soi individuation, devenir l'individu spécifique que vous étiez destiné à être, distincte de l'identité collective et des attentes. Ce n'est pas de l'égoïsme ou du narcissisme, c'est le prérequis pour une connexion authentique avec les autres. Ce n'est qu'en devenant pleinement vous-même que vous pouvez vous rapporter aux autres tels qu'ils sont vraiment, plutôt que comme des projections de votre propre matériel inconscient. L'individuation ne signifie pas éliminer le conflit ou atteindre une harmonie parfaite. Cela signifie développer la capacité de maintenir la tension des opposés en vous, être à la fois vulnérable et fort, logique et intuitif, solitaire et connecté. L'ego veut la résolution, la certitude et la cohérence. Le soi s'épanouit dans le paradoxe, le mystère et la transformation. Passer de l'identification à l'ego à la réalisation du soi est le véritable voyage spirituel au cœur de toutes les traditions mystiques, ce que Jung appelait la fonction religieuse de la psyché. C'est l'étape finale de la révolution identitaire de Jung. Reconnaître que votre véritable identité ne se trouve pas uniquement dans la conscience de l'ego, mais dans la relation dynamique entre votre esprit conscient et l'intelligence plus profonde du soi. Le chemin de l'individuation, de la fragmentation à la plénitude. Alors, comment commencer ce voyage de l'identité fragmentée à la plénitude psychologique ? Jung a esquissé plusieurs pratiques qui restent remarquablement efficaces. Premièrement, faites attention à vos rêves. L'inconscient parle le plus directement à travers l'imagerie des rêves. Tenez un journal de rêves. Recherchez des symboles, des figures ou des scénarios récurrents. N'analysez pas immédiatement. Enregistrez et observez simplement. Avec le temps, des modèles émergeront qui révéleront des aspects de vous-même cherchant l'intégration. Deuxièmement, remarquez vos projections. Lorsque quelqu'un provoque une réaction émotionnelle intense, positive ou négative, demandez-vous quelle qualité en lui pourrait représenter une partie désavouée de vous-même. Cela ne signifie pas que vos perceptions sont erronées. Cela signifie qu'elles sont psychologiquement significatives. Troisièmement, engagez-vous avec des symboles qui résonnent en vous. Que ce soit à travers l'art, la littérature, la religion ou la mythologie, les systèmes symboliques fournissent un langage permettant à l'inconscient de communiquer avec la conscience. Remarquez quels symboles apparaissent régulièrement dans votre vie ou attirent votre attention. Quatrièmement, créez. Jung croyait que l'expression créative fournit un canal direct entre le matériel conscient et inconscient. À travers l'art, l'écriture, la musique ou d'autres formes de création, la psyché se déplace naturellement vers l'intégration et la plénitude. Enfin, écoutez votre corps. Les symptômes physiques expriment souvent des conflits psychologiques que nous n'avons pas réussi à reconnaître consciemment. Le corps ne ment pas, il manifeste la vérité que l'ego refuse de voir. Ces pratiques ne sont pas des solutions rapides ou des techniques. Ce sont des invitations à un dialogue à vie avec les aspects plus profonds de vous-même. Elles ne promettent pas le bonheur ou le succès tels qu'ils sont conventionnellement définis. Ce qu'elles offrent à la place est quelque chose de bien plus précieux. L'opportunité de devenir qui vous êtes vraiment, plutôt que qui vous pensez devoir être. Le courage de devenir, au-delà de la recherche de soi. Le grand paradoxe de l'identité est que vous ne vous trouvez pas, vous vous créez à travers les choix que vous faites en réponse aux défis de la vie. Mais cette création n'est pas arbitraire ou purement sociale. Elle émerge des potentiels spécifiques,
des limitations et des dynamiques de votre psyché unique. L'approche de Jung concernant l'identité diffère profondément à la fois des visions religieuses traditionnelles qui situent souvent l'identité authentique dans la conformité aux codes moraux externes et des perspectives postmodernes qui réduisent parfois l'identité à une construction sociale et une performance. Pour Jung, devenir soi-même implique de découvrir le modèle spécifique que votre psyché individuelle tente de réaliser. Ce qu'il appelait votre mythe ou votre légende personnelle. Le voyage du héros décrit dans la mythologie n'est pas simplement un modèle de narration, c'est le schéma archétypal du développement psychologique. Le héros quitte le monde connu, conscience de l'ego, rencontre des aides et des adversaires, aspect de l'inconscient, affronte des défis ultimes, confrontation avec l'ombre, reçoit une aide surnaturelle, connexion avec le soi, et revient transformé, intégration du conscient et de l'inconscient. Jung a vu que lorsque les individus ne parviennent pas à entreprendre ce voyage consciemment, il se produit de toute façon à travers des symptômes psychologiques, des schémas relationnels ou des crises de vie. La psyché se dirige inexorablement vers la plénitude, avec ou sans votre coopération consciente. La question est de savoir si vous participerez consciemment à votre propre développement ou si vous y serez traîné contre votre gré. La crise de sens dans la société moderne découle largement de notre échec collectif à fournir des contextes pour ce voyage psychologique. Les cultures traditionnelles offrent des rituels d'initiation, des pratiques religieuses et des cadres mythiques qui guidèrent les individus à travers le développement psychologique. La société moderne offre la consommation, la distraction et la poursuite sans fin du statut. De pauvres substituts à la transformation authentique. La vérité finale de la révolution identitaire de Jung est que devenir soi-même n'est ni confortable ni facile. C'est perturbateur, difficile et souvent solitaire. Cela signifie remettre en question les hypothèses culturelles, faire face à sa propre obscurité et faire des choix difficiles sans garantie de validation externe. Mais l'alternative, vivre la vie de quelqu'un d'autre, qu'elle soit dictée par la famille, la société ou votre propre ego limité, est une forme de mort psychologique. Ce que Jung offre n'est pas du développement personnel, c'est de la confrontation personnelle. Pas l'affirmation, mais la transformation. Pas la découverte, mais la création. La promesse n'est pas le bonheur, mais la plénitude. Pas le succès, mais le sens. La question n'est pas « qui suis-je ?», mais « qui suis-je prêt à devenir ?» Dans un monde désespérément en quête de connexion authentique mais terrifié par la véritable vulnérabilité, l'approche de Jung concernant l'identité reste révolutionnaire. Vous ne trouverez jamais votre vrai moi en cherchant dans les endroits qui semblent sûrs et familiers. La personne que vous êtes censé être vous attend de l'autre côté de ce qui vous effraie le plus. Et le voyage pour devenir cette personne commence par la volonté de vous affronter honnêtement. Ombre, contradiction et tout le reste. Notre obsession moderne pour nous trouver à travers des tests de personnalité, des choix de carrière, des schémas relationnels ou des habitudes de consommation est un évitement collectif du véritable travail d'identité. L'intégration de nos moi conscients et inconscients en une totalité dynamique et évolutive. Le véritable moi n'est pas quelque chose que vous découvrez. C'est quelque chose que vous créez à travers la confrontation courageuse avec toutes les parties de vous-même qu'on vous a appris à rejeter, à craindre ou à ignorer. Et dans cette confrontation réside non seulement la santé psychologique, mais le potentiel pour une vie de sens authentique, de créativité
et de connexion. La question n'est pas de savoir si vous vous trouverez, c'est de savoir si vous aurez le courage de devenir vous-même. Car la plus grande intuition de Jung était que l'identité n'est pas une destination, mais un processus. Pas quelque chose que vous avez, mais quelque chose que vous faites. Et cela commence en vous tournant vers votre propre obscurité avec curiosité plutôt qu'avec peur, prêt à découvrir non pas qui vous avez toujours été, mais qui vous pourriez devenir. Quelle version de vous-même évitez-vous? Quel potentiel vit dans votre ombre? Que se passerait-il si, au lieu de chercher votre vrai moi dans les endroits qui semblent confortables et familiers, vous le cherchiez dans les aspects de vous-même que vous avez le plus peur de reconnaître? Les réponses à ces questions ne se trouveront dans aucun livre ou vidéo. Elles ne peuvent être découvertes qu'à travers votre propre expérience vécue. À travers la pratique quotidienne de l'auto-observation honnête, de l'expression créative et de la volonté de maintenir la tension entre qui vous êtes et qui vous devenez. La vérité la plus profonde de la psychologie de Jung est que vous êtes à la fois déjà entier et perpétuellement incomplet, déjà tout ce que vous pourriez être en potentiel, mais continuellement en évolution dans la réalité. L'identité n'est pas quelque chose que vous trouvez une fois et possédez pour toujours. C'est quelque chose que vous créez à nouveau chaque jour, à travers les choix que vous faites et l'attention que vous portez à votre propre vie intérieure. La révolution de l'identité jungienne n'est pas seulement psychologique, elle est spirituelle au sens le plus profond. Elle n'offre pas la certitude, mais le mystère, pas les réponses, mais les questions, pas l'arrivée, mais le voyage. Et dans un monde obsédé par les solutions rapides et les réponses faciles, cela pourrait être la position la plus révolutionnaire de toutes. Le courage de vivre les questions plutôt que d'exiger les réponses, de se créer soi-même plutôt que de se trouver, de faire face à sa propre obscurité plutôt que de fuir vers la lumière artificielle. Votre véritable identité n'attend pas d'être découverte. Elle attend d'être créée à travers votre confrontation avec tout ce que vous êtes, mais que vous avez eu peur de reconnaître. Et cette confrontation commence par une question simple et terrifiante à laquelle vous seul pouvez répondre. Qui pourriez-vous devenir si vous aviez enfin le courage de vous affronter vous-même ?